Le son roule. Les secondes roulent sur le compteur. Là. Oui. OK. La Sony roule. La 5D roule. La 5D roule. Et La T2i roule aussi. OK. Donc, nous sommes de retour. Tu es de retour. Je suis de retour, mais en tant que team. William revient du Bénin. Vous avez peut-être vu la bande-annonce sur le blog. Elle est passée 1 mois. 2 mois. 2 mois quelques. On va mesurer son tour de taille pour savoir combien il a maigri. Et il est parti avec 3 caméras. Une caméra panoramique faite maison à pellicule 6 par 17. Une espèce de version domestique de la Fuji 617 ou de la Lenovo Technorama. On verra en quoi c'est différent. Il a fait des photos avec ça. Il a fait des photos avec une Mamiya 645. Il a fait des photos avec sa Canon T2i. On va principalement aujourd'hui se concentrer sur ce qui a été fait avec les caméras pellicules, donc la caméra panoramique ici et la caméra de Mamiya. Donc, c'est quoi cette caméra-là? C'est une caméra que j'ai fabriquée en 1986. Et je venais juste de découvrir la Fujica 617. Je trouvais le concept très intéressant, sauf que j'ai découvert qu'il mettait une 105 mm ou un truc du genre. Donc, j'avais fait des calculs de cercle de projection et d'angle de couverture, et je trouvais qu'on pouvait aller plus large. Je suis descendu, moi, jusqu'à une 75 mm, ce qui donne 117 degrés d'angle de prise de vue. Ceux qui sont habitués avec la pellicule 35 mm, c'est l'équivalent de mettre une 17 mm sur une caméra à pellicule. Si on divise par 1,6, ça serait l'équivalent de mettre peut-être une 11 mm sur une caméra qui a un petit capteur, genre une T2i. Une T2i, une Rebelle T2i de Canon. Donc, ça shoot large. Et j'en avais fait 2 versions. Une version avec un soufflet ici qui permettait de faire la mise au point. Et j'ai vite réalisé que le soufflet était plus source de problèmes parce que si tu fais une erreur de mise au point, c'est très grave. Alors, j'ai refait rapidement la caméra en lui mettant un bloc de bois, donc qui était mise au point fixe. Donc, j'avais calculé qu'à F16, on avait de l'infini à peu près 15 pieds avec ça. Je m'en suis surtout servi en Chine. J'étais allé à Pékin en 2000, fin 1999, hiver 2000, où j'ai passé un mois l'hiver en vélo à Pékin à me promener avec cette caméra-là. Et je me suis dit que si j'installe cette caméra-là sur trépied, les gens vont venir autour de moi, et puis ça va peut-être créer un peu une discussion, puis je vais avoir du monde dans mes photos parce que c'est un peu un objet bizarre. Et les gens ne soupçonneront pas que dans le fond, ils vont peut-être avoir l'impression que je photographie ce qui est en avant d'eux, mais les gens qui sont là, les gens qui sont là sont dans la photo. Et puis, j'ai exploité un petit peu cet aspect-là de cette caméra-là qui tire beaucoup plus large qu'on pense pour pouvoir aller capturer quand même des gens relativement à leur insu ou avoir des espèces de petits moments de vérité. Ce qui a fonctionné, mais j'en ai pas fait assez. J'aurais dû en faire plus. J'ai dû faire quelques centaines de photos, mais dans ce genre d'événement social-là, il faut en faire beaucoup. Alors, la caméra n'a pas beaucoup servi depuis. William, quand il l'a vu, il a été intéressé par le résultat des tirages. Oui. Donc, ça explique un peu, c'est un print que tu as fait à l'époque. Alors, c'était un tirage argentique et je m'étais acheté un agrandisseur 5 par 7 parce que le film a 7 pouces de long, là, 17 cm de long. Et j'avais un Durst Laboratoire L38S, un 138S. Il y en a ici dans le labo. Là. Alors ça prend 7 pouces de négatif. Et j'achetais du papier photographique couleur du 24 pouces par 100 pieds. La développeuse auquel j'avais accès n'avait pas plus que 24 pouces. Et je faisais le tirage le plus long. Et c'est surprenant comment c'est net. Oui. J'ai jamais fait de photo à main levée avec cette caméra-là, toujours sur trépied. Et William avait trouvé ça intéressant. Alors, oui, bonjour Richard. C'est bon. Donc, comment est-ce que... moi,
Donc, je pense que ça vaut la peine de le dire. D'emblée, j'ai eu pas mal de problèmes avec la caméra, puis ça n'a été pas le conte de fées que moi, je pensais aller là-bas et faire des photos là, féeriques de panorama. C'est ça, j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Le premier étant, évidemment, le système de bobinage de pellicule qui était, en tout cas, qui s'est mis à faire défaut après seulement 3-4 rouleaux. Je pense que j'ai ramené 4 rouleaux seulement. Puis un jour, je l'ai ouvert, puis le film, il m'a sauté dans la face, il était tout déroulé. Puis quand ça m'est arrivé la deuxième fois, j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser parce que ça faisait en sorte que, bon, non seulement je gaspillais du film, mais en plus, je mettais beaucoup d'espoir dans les photos que je faisais, puis là, les photos que... Bon. Mais sinon... Est-ce que tu crois avoir manqué des photos importantes? Je pense que j'ai manqué une photo très importante, mais bon, il ne faut pas que j'en parle ici, parce que sinon, je vais me... Non, mais ça serait intéressant de t'en parler, justement. On pourrait comprendre Oui, l'intensité du geste photographique. J'étais sur un petit pont, au-dessus d'un genre de marais, avec un petit village pittoresque dans le fond de l'espèce de lagune. Puis juste devant le pont, passait une espèce de longue pirogue, avec un petit monsieur habillé un peu en rags, tout ça, qui était en train de pousser sa petite pirogue avec un genre de bâton. Puis sur la pirogue, il y avait 3 bonnes femmes super bien habillées avec un long cercueil. Fait que cette espèce de composition-là, de marche funèbre dans le lagon. J'avais de la brume partout sur la fente. C'était cette photo-là. Et tu as fait la photo. Tu as eu le temps de t'installer, de faire le clic, de calculer ta lumière, puis tout ça. Oui, monsieur. Là, il fallait que tu arrêtes tout. Après, tu mettes ta caméra dans une boîte Pélican, puis tu la gardes près de ton cœur jusqu'à temps que tu arrives en Amérique pour la développer sainement en cas qu'il arrive quelque chose. Puis ensuite, tu vas porter ça directement à Amsterdam au WordPress. Bon, ben, peu importe. C'est de l'histoire ancienne. Mais tu aurais pu te réinstaller sur le pont puis attendre qu'un autre convoi funèbre passe. Je l'ai fait. Ah, tu l'as fait? Oui. Il n'y en avait pas tous les jours, Non. des Béninois qui mouraient? Non, puis la deuxième journée, il y avait moins de brume. C'était pas la même atmosphère. De toute façon, il y avait photoshopé. Mais je suis retourné. À 6 h du matin, ma blonde dormait toute. Je suis retourné, je me suis installé avec ma caméra pendant comme 1h30. Puis j'ai compris que c'était peine perdue, que j'avais manqué ma shot. Okay. Sinon, autre problème, comme tu disais, la caméra extrêmement grand angle, plus grand angle que le viseur que tu avais mis dessus. Donc, quand j'ai vu mes négatifs, quand j'ai vu mes scans, je me suis rendu compte que bien des affaires que je pensais qui n'étaient pas dedans étaient en fait dedans. C'est pas nécessairement un problème si tu sais comment le dealer, mais c'est quelque chose qui a été un imprévu qui m'a... C'est la beauté des choses faites à la main. Exactement. Avec tout, l'imprévu, l'aléa de... Puis évidemment, bon, d'autres trucs qui sont pas des points négatifs, mais qui viennent avec le fait de shooter ces genres de caméras-là, c'est qu'évidemment, c'est plus long à chaque fois que quand tu veux faire la photo, installer la caméra, surtout à cause de l'angle de prise de vue. Ça fait en sorte que si tu es un peu pas au niveau, ça va paraître beaucoup. Fait que là, il faut que tu prennes ton temps pour faire tes bulles et tout ça. Puis surtout que je l'ai shooté... T'avais apporté un niveau? Non, mais j'avais des bulles sur le bordel. Puis surtout que je l'ai shooté dans un safari, puis les animaux, on va le voir sur une des photos, les autres sont pas là pour poser. Hein, fait qu'ils attendent pas, puis ils bougent. Fait que, mais sinon, à part de ça, c'est effectivement en tant qu'objet et en tant qu'expérience photographique, c'est assez zen. Ça, moi, ça me plaît beaucoup. Parce que ça ralentit le Parce que rythme? ça ralentit tout. C'est comme quand on avait fait la capsule au 4-5. OK. Puis c'est un processus que j'aime dans le sens où tu es seul, tu fais ton affaire, tu t'installes, ça peut prendre 1 heure avant de cadrer. Ça prend-tu plus de temps? Non, ça c'est pas mal moins long qu'un 4-5 parce que tu n'as pas de focus à faire, il y a un paquet de trucs que tu n'as pas à faire. De toute façon, je n'ai même pas à choisir d'exposition, il est tout le temps à F16. J'ai une petite lecture, là, je m'ajuste. Ça donnait quoi comme vitesse d'obturation environ? Quand j'étais à 100 ISO, ben, c'était entre 1,30 et un 125e. Ça dépendait du moment de la journée. Oui, c'est ça. Donc, puis c'est rarement problématique d'être à des vitesses lentes comme ça, parce que si tu shootes un paysage, tout ça, bon, tu as le temps. Puis même quand tu shootes du monde, la prise de vue est tellement grande que le flou bougé est moins apparent, il est moins dérangeant. Ben, ça peut même faire de l'action dans la photo parce qu'on a un flou significatif, pas un bouger de caméra. Là, C'est ça. Mais... Donc, c'est ça. Je pense que vous avez compris que ça a été plus une expérience que quelque chose qui a été super reproductif. Je suis revenu avec pas tant de négatifs, comme tu as pu voir, à cause des problèmes que j'ai eus. On a décidé de scanner 7 de ces photos-là.
Donc ça, c'est bon, c'est la première sur le iPad. C'est une photo, comme je disais, dans le safari, les éléphants. Un classique, quoi. Un classique, mais tu vois, premièrement, quand on est arrivé sur la scène, les éléphants étaient beaucoup plus dispersés. Puis, par le temps que je set up la caméra, puis ils s'étaient comme ramassés en dessous de l'arbre, un peu en mode protection. Il y avait des jeunes... Dans le cas de cette photo-là, est-ce que c'est grave que tu aies photographié plus large que tu pensais? Fais-moi voir avec tes mains. Moi, je pensais que j'étais à peu près là, tu sais. OK. Mais c'est grave dans l'optique où, évidemment, j'avais fait une composition X qui là est plus ça. Puis moi, j'avais l'intention ici de me faire, pas des prints gros comme ça, mais quand même assez gros. Puis là, ça fait en sorte que là, il faut que je recroppe dedans. Puis tout ça, c'est... Peut-être que c'est une erreur, une heureuse erreur. Peut-être que cette composition-là, moi, je ne savais pas que tu voulais faire autrement. Oui, regarde je sais, ça, je sais. trouve ça intéressant. C'est ça. Puis on voit bien aussi le vignettage. Le vignettage là, de... Sur celle-là, par contre, je pense qu'on a mis un petit gradient là, dans le ciel. Là. Mais bon, donc ça, oui, c'est les éléphants classiques. Ça, c'était un petit lagon. On voit des hippopotames ici dans le coin. Encore une fois, bon, c'était pas dans l'intention d'avoir toute cette masse noire de feuillage là ici. C'est le cadre dans le cadre. Voilà, il y a tout le temps du monde comme toi, Martin, pour me démontrer que mes erreurs sont en fait du grand art. Et c'est ça qui me permet de bien dormir la nuit. Puis, donc... Quand tu parlais des hippopotames, ils peuvent sembler petits dans la photo, mais quand j'avais conçu la caméra, je m'étais dit, je vais faire des grands tirages et je vais imposer que le lecteur soit proche. Donc, je ne mettrai pas ça dans une grande pièce, genre un corridor de maison où tu ne peux pas te reculer. Donc, quand tu es proche d'un très grand tirage, les choses qui semblent microscopiques prennent de l'intérêt. C'est comme regarder une planche contact à la loupe de 10x ou ce qu'on n'avait pas vu sur la planche contact à bout de bras. Tout à coup, on voit, ah tiens, il y a ce personnage-là, il y a ci, il y a ça. Donc, c'est un peu des images qu'on découvre en voyageant dans l'image et en se promenant, en étant proche du tirage. Le contraire, peut-être, d'un panneau réclame, qui est un immense tirage. Qui est fait pour être vu de loin. Qui est fait pour être vu de loin. Ça, c'est un monsieur qui... ça, c'est un bel exemple, en fait, d'une exposition lente. Je pense que c'était 1/15e de seconde. Puis c'est quelqu'un qui tisse, en fait, des nappes ou des chandails ou des hamacs. Puis sur la roche ici, il y a le tissu qui est accroché. Puis ça va jusqu'à son métier à tisser. Puis il tisse toute la journée. Puis ma copine qui a acheté une nappe pour l'équivalent de 30 $ canadiens. Puis il nous a dit que ça avait pris 2 semaines pour la faire. En tout cas, c'est des gars assez... Ben, ça fait une très belle contextualisation. Oui. La largeur, on comprend son environnement de travail, puis on peut comprendre son travail. C'est comme 2 histoires dans une. Tu vois, ça c'est une situation dans laquelle le fait que ça shootait plus large que je pensais, ça a été une belle surprise parce que là, j'ai tout ça qui vient, comme tu dis, mettre un cadre dans le cadre. Puis de mémoire, je pense que quand je regardais dans le viseur, j'avais même pas la roche ici. Fait que le fait juste d'avoir la roche, déjà, ça vient mettre un sens à tout ça, on peut expliquer aux gens. Mais j'étais comme dans une situation un peu bizarre, puis j'étais comme, je vais shooter, même s'il n'y a pas la roche. Fuck it. Finalement, j'ai la roche, j'ai beaucoup plus large, ça, je suis bien content. Tu continues à penser comme quelqu'un qui fait de la photographie sur le vif avec un appareil en bandoulière. Quand tu travailles avec des chambres ou la photographie hautement préméditée, toute cette notion-là de « il faut shoot tout de suite », ça ne fait pas partie des préoccupations. Je construis, j'attends, ouais, mais c'est que là, je ne suis pas tout seul. J'ai d'autres gens avec moi. On est en train de se promener en ville puis tout. Je ne peux pas prendre une heure. Sinon, moi, je serais tout le temps seul. Là. Ah, tu n'étais pas seul au moment de la photo? Non. OK. Regarde, tu peux même me voir ici dans le coin. Regarde, c'est ma copine puis les autres personnes avec qui j'étais. Ah, derrière? Oui. Il t'espionnait. Il ne pensait pas être dans la photo. Là, j'étais sûrement juste devant la cam. Je vais vous montrer. Ils sont cachés ici. Donc, c'est ça. Ici, on se promenait dans des collines proches de la ville de Dassa. Puis oui, là, ça, c'est pas évident. C'est-tu un flare? Mais le fait qu'il est bleu, j'ai tendance à croire que... Ben, je m'en allais dire que c'est le fall-off de la lentille, mais un flare à l'ombre, ça va faire ça. Donc, c'est un monsieur qui prépare son champ dans les collines. On voit encore une vitesse d'obturation plutôt lente. Donc,
il y a un peu de flou bougé dans son cas, mais c'est pas un problème. D'après moi, c'est pas un problème. Là. Mais là, je trouve que c'est une situation où la composition a souffert du fait que j'avais pas le cadre exact. Je trouve que c'est pas vraiment intéressant comme composition, comment que les lignes tombent. Ça, c'est bon, une autre situation. Ça, c'est un bel exemple où les animaux attendent pas quand tu prends ta photo. C'est des buffles qui traversaient la route ici. Je voulais les prendre en train de traverser, puis les autres, ils se sont dit on va traverser, hein? On n'attendra pas que Will shoot, tu sais. Donc là, je l'ai pris quand même. Je me suis dit, au pire, je dirais à la personne qui est dans Photoshop, j'irai les recloner. Mais. Tu ferais ce genre d'affaires-là? Juste pour moi, juste pour voir de quoi ça aurait pu avoir l'air. Non, dans un contexte artistique, il n'y a aucun problème. Tu peux même aller mettre tes éléphants de l'autre shot dedans. Oh, oui, c'est ça. Tu te rends à droite. Puis un avion. Fait que c'est ça. Donc, une autre photo encore un peu paysage dans le même style. On sent, là, on sent vraiment un fall-off ou un hotspot au milieu. Là. Mm-hmm. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de photo avec cette caméra-là. Il faut croire que ça. Mais j'ai quand même craqué le contraste un peu, donc c'est accentué. Sinon, ça, c'est intéressant aussi de shooter vertical. Puis bon, c'est ça. Ça, c'est une des photos qui a été shootée verticale, qui a été rescapée de tous les problèmes. Donc, c'est un singe assis au centre. Puis c'est quand même étonnant. J'imagine que ça paraît pas bien sur la caméra, mais on peut zoomer infiniment. Puis... Et ça, c'est pas. Ça, c'est des scans à 1200 pixels au pouce. Oui, c'est même pas. Puis pour aller chercher le grain du film, c'est 6000 pixels au pouce en argentique. Donc, on pourrait faire des scans à 4 fois la résolution qui est ici, puis on aura encore du matériel. Donc, en tout cas, c'était une expérience qui n'a pas été le épiphanie photographique auquel je m'attendais avant de partir, mais qui a été quand même, c'était intéressant, puis je suis content d'être revenu avec ça, puis d'avoir shooté. Encore une fois, c'est tout le temps, ça te sort un peu de ta zone de confort, puis ça te permet d'essayer autre chose. En quoi tu es grandi et comment cette expérience-là va te servir dans tes autres approches photographiques, numériques ou argentiques? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors d'une expérience comme ça avec des caméras plus grosses, plus lentes, c'est comme si ça me rappelait tout le temps après ça de reprendre mon temps, même quand j'étais avec des petits appareils rapides. Hein. Des fois, tu arrives, tu shootes, OK, c'est bon, tac, mais dans le fond, ça vaudrait la peine de faire comme si tu avais une grosse caméra. Puis si t'en faut pas 100 photos, prends-en pas 100. Si t'en as rien, tu as juste besoin d'en livrer une, ou t'en veux juste une, prends le temps d'en faire une qui est bonne, puis ça va te prendre... En tout cas, c'est plus ça, moi, qui est mon apprentissage à chaque fois, de prendre le temps. Puis est-ce que ça se traduit dans ta pratique? Est-ce que dans les faits, tu es en train de ralentir? Est-ce qu'avec ton iPhone, tu prends plus de temps pour faire tes photos? Oui, je pense que ça se spot. traduit aussi dans tout ce que je fais. Puis, de toute façon, j'aime juste pour le geste, j'aime ça. C'est comme moi, je suis une des rares personnes qui aime faire la vaisselle à la main. Je trouve que c'est zen. Je dis à tout le monde de sortir de la cuisine, sortir de partout. Je fais la vaisselle à la main, l'eau qui coule, les affaires qui se nettoient. Je trouve ça vraiment zen. Je trouve que c'est un super beau moment. Puis c'est un peu la même chose quand il est 5 heures du matin, puis tu prends le lever de soleil, puis tu es tout seul, puis Ah oui, puis tu as apporté ce trépied-là qui est une version très, très, très miniature. Ce trépied-là, il y a peut-être juste Gizzo qui ont un trépied qui ferme aussi petit que ça. Parce que dans un sac à dos, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de... Ben, on va la voir. C'est ça, en fait, c'est que moi, j'avais un trépied qui était plus gros, là, un trépied, disons, taille standard. Puis pour le voyage, ça allait être... c'était vraiment pas l'idéal. Puis Martin avait ce petit trépied-là avec un petit bordel dessus. C'était l'idéal, puis ça a vraiment bien marché. Puis j'avais acheté un sac aussi Low Pro fait pour le voyage avec des cases dedans. En tout cas, c'est quand on ôte la caméra, tiens la caméra. Ouais. C'est pas gros. Y en a-tu des plus petits que ça? Qui sont c'est pas solides. gros, puis c'est surtout le poids. Ouais. En fait, moi, je trimballais ça, j'avais le Mamiya, j'avais la TDI, j'avais comme 5 caméras, en fait. C'est ça qui est un autre apprentissage de voyage. Je ne vais pas en voyage avec 5 caméras, tu vas finir par pas shooter avec rien. Juste pour conclure, tu as fait des photos avec 3 technologies. Mais ça, je pense à... Ouais. Les photos qui vont passer à l'histoire, dans ton histoire, qui, quand tu vas les re-regarder, vont te ramener au Bénin, qui vont soulever chez toi des émotions, ils ont été faites avec quelle technologie? Moi, c'est la première fois que je te pose cette question-là. Là. Je ne sais pas ce que tu vas répondre. Je pense que ça va être quelque chose une question à laquelle je vais pouvoir répondre dans la deuxième partie du vidéo sur les photos de l'Inde, qui s'en vient dans un Internet près de chez vous.